On ouvre tout de suite la première partie de ce 21-23 consacré à l'actualité du jour en France. Je vous le disais et on en parlait dans le journal avec Yann, cette course folle sur l'île d'Oléron. Beaucoup de zones d'ombre encore ce soir. L'occasion pour nous d'ouvrir la question, de reparler plus généralement de la menace terroriste en France, même si encore une fois, et on va vous le redire, le qualificatif d'acte terroriste aujourd'hui n'est pas encore complètement avéré. Mais c'était l'occasion justement de faire cet état de la menace avec nos invités en plateau, et notamment vous, Jean-François Ricard, bonsoir. Vous êtes l'ancien procureur national antiterroriste, le premier d'ailleurs de l'histoire de France. Vous l'avez été de 2019 à 2024. Vous êtes co-auteur avec Gilles Kepel de Antiterrorisme, la traque des djihadistes chez Plomb. À vos côtés, Alexandre Rode, chercheur spécialisé sur les questions de terrorisme. Bonsoir. Éric Pelletier, notre journaliste maison, spécialiste des questions de police et de justice. Et puis Olivier Falorni, bonsoir. Député Horizon de Charente-Maritime. Vous êtes concerné dans votre circonscription par ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis surtout, vous avez été membre de plusieurs commissions d'enquête parlementaire, notamment sur la question du terrorisme. On sera évidemment heureux d'avoir vos analyses là-dessus. On va tout de suite sur le terrain pour voir, décrypter ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'île d'Oléron. On vous en a parlé durant le journal. On va voir un petit peu plus quel est l'état de ce qu'on connaît sur le profil de l'attaquant. Regardez d'abord ce reportage d'Adrien Cadorel et Odile Longueval et on en parle juste après. Souffrant de problèmes psychologiques pour lesquels il ne suivait pas de traitement, Jacques G était connu de la justice pour violence et usage de stupéfiants. Il avait par ailleurs vu son permis de conduire annulé à plusieurs reprises, la dernière fois au mois de mars. Originaire du village de Maillac en Dordogne, le suspect s'est installé à Oléron il y a 10 ans. D'après le ministre de l'Intérieur, son profil relève davantage de la petite délinquance. Cet individu est connu pour des délits de droit commun. Il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit. Au moment de son arrestation mouvementée, le suspect a mis le feu à son véhicule qui contenait une bouteille de gaz. Les gendarmes ont dû faire usage de pistolets à impulsion électrique, alors que Jacques G hurlait ces mots. Au moment de son interpellation, il a bien crié « Allah Akbar ». Néanmoins, le mobile n'est pas confirmé et l'enquête devra le déterminer. Les enquêteurs ont saisi du matériel informatique à son domicile et étudient la piste d'une radicalisation alimentée par Internet. Une piste confirmée par certains élus qui ont pu échanger avec les gendarmes. Il n'avait s'est jamais intéressé à ces questions-là précédemment et que là, c'est plus récemment, il y a quelques semaines, qu'il a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, je dirais, de la radicalisation. Les informations dont on dispose, c'est qu'il s'est radicalisé de manière très récente. Cette personne-là, à la base, projetait de commettre son acte dans la journée d'hier. Placé en garde à vue, le suspect se montrait ce soir peu loquace sur ses réelles motivations. Le parquet antiterroriste ne s'est à ce stade toujours pas saisi de l'enquête. Jean-François Ricard, alors votre successeur à la tête du parquet national antiterroriste, donc c'est le parquet s'est pas encore saisi cela, mais il y a eu un Allahu Akbar, peut-être une radicalisation récente. On voit qu'on est au cœur de quelque chose c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est encore ces zones grises. Peut-être que c'est ce qui rend toujours le travail de magistrats comme vous extrêmement difficile. C'est certainement un des aspects les plus difficiles dans la pratique du parquet antiterroriste. Ces situations qui ne sont pas évidentes au premier abord. Il y a, de manière extérieure, une violence extrême, une volonté de blesser, voire de tuer, qui est manifeste. Ensuite, il faut travailler de manière objective. S'agit-il, en droit, de faits qui ont été commis dans le cadre d'une entreprise ayant pour finalité de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur? C'est ça, la définition juridique du terrorisme. Et pour cela, les magistrats et les services spécialisés ont à leur disposition une doctrine qu'ils vont mettre en place. Ils vont rechercher quelques éléments sur la personnalité de l'individu. Était-il connu? On l'a vu. En l'espèce, la réponse est négative. Était-il connu des services spécialisés de lutte antiterroriste? A-t-il des fréquentations parmi des activistes djihadistes? Oui, non. Ensuite, on va étudier ses supports informatiques. Qu'y a-t-il dans son ordinateur? Qu'y a-t-il dans son téléphone portable? À partir de là, on va déjà avoir un certain nombre d'éléments. Et puis, on va se tourner vers son entourage, sa famille, ses voisins, ses amis, qui vont également apporter des éléments. Une fois que tout cela va être réuni, et ça demande du temps, on en saura plus
sur ce qu'il était, d'une part, et dans quel contexte il a pu commettre ces faits. Et puis également, ses déclarations. C'est pour ça que ça exige de prendre du temps. Il est inadmissible de, passez-moi l'expression, foncer pour dire c'est ceci ou ce n'est pas. C'est là où on est au cœur, évidemment, du temps de l'enquête et du temps de la justice face au temps de l'émotion et au temps médiatique. Olivier Falorni, c'est votre circonscription, comme je le disais. Vous avez beaucoup travaillé aussi en tant que parlementaire sur les questions de terrorisme. J'avais envie de dire, c'est évidemment un cliché, mais on s'attend à des actes terroristes, si celui-ci en est un, on ne le sait pas, dans des grandes agglomérations. Voilà, là, il y a toujours le côté, oh là là, île d'Oléron, personne ne s'attendait ici à ce qu'un événement comme ça nous frappe. C'est à la fois un cliché, mais en même temps, c'est vrai, cette menace-là, elle vient de manière complètement... voilà, elle peut être silencieuse, autoradicalisation, et puis elle vient là où, évidemment, on ne l'attend pas. Oui, tout à fait. Il y a un effet de sidération, hein, très clairement, sur l'île d'Oléron et dans ce département de la Charente-Maritime qui n'a jamais véritablement été confronté à ce type de phénomène. Je ne sais pas comment le qualifier. Doit-on parler d'attentat? En tout cas, c'est un individu qui a voulu attenter clairement à la vie d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes, puisque là, c'était un périple meurtrier où il s'agissait d'enchaîner des tentatives de meurtre. Et il y a une terreur pour les habitants, hein, 35 minutes de course comme ça. Absolument. Et moi, je veux saluer l'action des forces de gendarmerie qui ont interpellé cet individu à l'aide d'un pistolet électrique, et donc ils l'ont mis hors d'état de nuire, et donc il est en garde à vue. Visiblement, il s'avère assez mutique, mais pour autant, ce que je veux dire d'abord, et je pense que c'est essentiel en tant que député de ce département, de penser aux victimes, aux familles des victimes. Fort heureusement, aucune d'entre elles n'a son pronostic vital engagé. Pour autant, deux sont hospitalisés dans un état très sérieux, et donc je pense à ces victimes, je pense à leurs familles. C'est un véritable choc. Ensuite, le profil de cet individu, il était à la fois très connu, mais pas connu par les services de renseignement. Très connu parce que on a, enfin, autant vous dire, ce monsieur, c'est pas Salah Abdeslam, hein. On n'est pas du tout là-dedans. On a un individu connu pour des faits d'alcoolisme, de trafic de drogue, de délit routier, de vol, quelqu'un de marginal, d'isolé, qui vit dans un mobil-home, sur un terrain familial. Donc on a quelqu'un qui est ancré dans un petit village, à Saint-Pierre-d'Oléron, et qui n'était pas connu, effectivement, pour des faits de radicalisation islamiste. Alors, il semblerait qu'il y ait eu une forme de radicalisation subite ces derniers jours, peut-être d'auto-radicalisation par les réseaux sociaux, je n'en sais rien. En tout cas, il va falloir voir s'il y a eu auto-radicalisation au contact avec des personnalités extérieures. Mais pour autant, je crois que je suis d'accord avec vous, monsieur, évitons les effets de tribune. Je comprends l'émotion, et je comprends que ceux qui, évidemment, sont touchés dans leur chair, je comprends que les familles veulent savoir. Mais pour autant, j'entends parler d'hydre islamiste. Prudence. On a affaire, effectivement, à quelqu'un qui avait des troubles psychiatriques, qui était visiblement déséquilibré. Peut-être qu'il s'est cherché un vernis idéologique. Vous savez, hein, l'histoire, malheureusement, est riche de ça. Hein. Au début du XXe siècle, il y avait des fous furieux qui se disaient anarchistes et qui utilisaient cette idéologie anarchiste pour tuer des gens. Là, on a peut-être affaire à un individu qui, effectivement, était atteint de troubles psychiatriques, c'est avéré, qui n'était pas suivi pour cela et qui, à un moment, s'est trouvé une pseudo-cause. Je ne minore rien, bien au contraire, hein, je ne minore pas. Il faudra que l'enquête poursuive ses effets et éventuellement que le parquet national antiterroriste se saisisse, mais il faudra qu'il y ait des éléments pour ça. En tout cas, aujourd'hui, ça prendra du temps, on l'a dit. Et en tout cas, aujourd'hui, le parquet de La Rochelle, effectivement, est saisi pour des tentatives de meurtre. Justement, alors, Éric et puis Alexandre, là, vraiment, je m'adresse aux journalistes et aux chercheurs. Sur ce qui vient d'être dit, est-ce que dans vos travaux, est-ce qu'on a déjà rencontré ça? C'est-à-dire ces profils dont on parlait, une forme de
d'auto-radicalisation qui se mélange peut-être à d'autres problèmes sociaux ou psychiatriques, et puis qui sort un peu de nulle part, mais qui est peut-être un peu une récupération pour se donner un vernis de quelque chose. Éric, est-ce qu'on a des précédents là-dessus? Alors, encore une fois, je ne veux pas faire un copier-coller de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les précédents. En tout cas, ça peut rappeler des profils qu'on a déjà vus. Puisqu'on parle de djihadisme, cette personne a crié « Allah Akbar », il s'en revendique à un moment donné. Il faudra voir ce qu'il en est. On a à peu près en France 5200 profils au fichier dit des radicalisés. C'est très large. Et en même temps, ça, c'est les gens qui sont susceptibles de commettre un jour des actions. Ce n'est pas forcément le noyau dur. Et parmi ces gens, il y a des profils un peu hybrides, et notamment des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ça doit être de l'ordre de 20-25% de ces 5000 personnes. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. 1300 Donc, il près, existe au sein de ce fichier des radicalisés, de ces personnes qui sont listées comme potentiellement dangereuses en raison de leur fascination pour le djihadisme, des gens qui sont beaucoup moins structurés idéologiquement et qui peuvent chercher une cause, et peut-être une cause qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, et peut-être, on y reviendra sans doute, du fait de la résonance internationale d'un certain nombre de conflits, je pense notamment à Gaza. Alexandre? Oui, effectivement, je pense que l'élément que je partage avec tout le monde ici, c'est la nécessité de prudence quand on aborde ce genre de profil. Effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'on a un attentat djihadiste? On a un certain nombre d'indicateurs qui laissent à penser, le fait d'avoir crié Allah Akbar, un attentat véhiculaire qu'on a déjà vu par le passé, le dernier en France c'est Colombes en 2020, mais on en a eu également, à la Nouvelle-Orléans en début d'année, à Munich également en Allemagne, dans un cas djihadiste. Si ce n'est pas un cas djihadiste, c'est l'attaque qui est non idéologique, on a également vu le cas, dans un certain nombre de cas, à l'étranger, comme en France, encore une fois. La dernière attaque en date, c'est probablement Mannheim en Allemagne en début d'année, où on a vu un individu qui a copié le mode d'action, mais que lui n'était pas idéologique. Je pense qu'un élément qu'il faut prendre en compte, et qui est important de discuter, c'est qu'on a une petite tendance à résumer le débat, à savoir, soit on fait face à un terroriste, soit on fait face à un déséquilibré. Il faut également comprendre qu'on a des profils au sein de nos sociétés qui ont la volonté de passer à l'acte, de faire un nombre de victimes importantes, sans avoir une abolition de discernement. Des gens qui le font par fascination pour la violence, pour une rancœur envers la société, pour une colère personnelle, et qui ne sont pas, des fous, des déséquilibrés. Encore une fois, c'est parfois difficile à admettre, mais c'est aussi la réalité de la violence dans notre pays et dans les autres. Et qui, justement, à sortir, j'allais presque dire sortir du chapeau une revendication, en l'occurrence islamiste, pour se donner ce vernis dont vous parliez, mais ce qui pourrait être, j'allais dire en d'autres temps, vous parliez du début du XXe siècle, ça aurait pu être une autre cause, entre guillemets. Encore une fois, il faut être prudent, mais c'est une possibilité qui existe aussi. On l'a vu à l'étranger, on l'a vu en France ces années passées aussi. On a des modes d'action qui sont reproduits par des gens dont l'intérêt principal, c'est la fascination pour la violence et la volonté de commettre des exactions. Alors, juste pour ouvrir le débat, et encore une fois, on rappelle, on ne le sait pas, donc nous, on profite de cette heure-là et de votre expertise pour en profiter pour savoir quel est l'état de la menace terroriste en France, même si, encore une fois, on ne sait pas comment qualifier ce qui s'est passé aujourd'hui à l'île d'Oléron. Ça n'est, à l'heure où on parle, encore pas qualifié d'acte terroriste. Mais justement, je voulais qu'on écoute ce que dit votre successeur, Monsieur Ricard, Olivier Christin, qui était au micro de France Inter il y a 2 jours, et qui parlait justement de l'état de la menace terroriste en France, et puis ça lancera le débat. On l'écoute. De façon globale, nous sommes à un moment, et moi je vous le dis par rapport à ce que sont les enquêtes que nous ouvrons au parquet national terroriste, à un stade où la menace est très présente parce que le nombre de procédures que nous ouvrons est à un niveau qui est parmi les plus élevés depuis les 5 dernières années. Alors, dans quelques minutes, je vais aller retrouver justement Camille Plaisant au Hub, qui va nous détailler un petit peu les chiffres, le nombre d'attentats déjoués pour l'année. Mais votre réaction à tous les quatre sur ce qui est dit, c'est vrai que voilà, le terrorisme, j'allais dire, lourd, tel qu'on l'a connu et que vous l'avez tous connu, avec notamment les attentats de Charlie et l'année 2015, et puis Nice, etc., sont un peu derrière nous. Mais la menace est-elle toujours aussi présente? Est-ce que c'est est-ce que c'est se leurrer que se dire que les pires années sont derrière? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, malheureusement. Même si on peut estimer que la menace devient plus endogène qu'exogène aujourd'hui. C'est-à-dire plus des Français, pas forcément des groupes djihadistes importés de l'étranger, ce qu'on avait connu avec la Syrie, etc. Non, là, c'est
un terrorisme français qui peut avoir des revendications religieuses, mais français. Moins organisé, avec des groupes qui se projetteraient sur le territoire national, français ou ailleurs. Là, j'allais dire, la géopolitique a montré qu'un certain nombre de régimes terroristes ou de groupes terroristes avaient été, non pas éliminés, mais fortement affaiblis. Pour autant, souvenons-nous que Daesh, même au plus fort de son pouvoir, appelait les citoyens français à commettre eux-mêmes, à se saisir de voitures, à se saisir de toute arme par destination pour pouvoir commettre des attentats seuls. Donc, c'est une stratégie. C'est une stratégie véhiculée par ces groupes terroristes qui veulent se reposer effectivement sur des gens qui sont déséquilibrés, peuvent être influençables et influencés, peuvent se trouver une cause, en l'occurrence le djihadisme. Et donc, cette menace endogène, elle existe parce que malheureusement, notre société, on le sait, elle est fragile, elle est fracturée, que la psychiatrie est vraiment le parent pauvre aujourd'hui de notre système de santé et qu'un certain nombre d'individus, peut-être un quart de ceux qui sont identifiés aujourd'hui, relèvent de la psychiatrie et ne sont pas suivis. Et c'est probablement le cas de l'individu qui a sévi ce matin. Donc on a un phénomène effectivement un peu bâtard, c'est-à-dire à la fois des messages qui sont adressés par les réseaux sociaux, par Internet, avec des phénomènes assez faciles d'autoradicalisation, parce qu'il y a des messages de groupes, d'autorités plus ou moins avérées, qui disent « passez à l'acte et vous deviendrez des héros ». Alexandre. On le voit, effectivement, l'activité djihadiste, elle continue sur le territoire national. On a eu 3 attentats revendiqués cette année, un Apt dans le Vaucluse en janvier, un Mulhouse en février, et celui qui a été qualifié plus tard à Lyon le 10 septembre dernier. Effectivement, on voit, à mon avis, 2 phénomènes qui sont complémentaires. Une certaine autonomisation du djihadisme français, qui n'a plus besoin de contact avec des groupes étrangers pour organiser, pour frapper. Et 2, une atomisation avec des groupes qui sont de plus en plus petits. On n'est plus sur les groupes de la grande époque des années 90 comme Al-Qaïda ou le GIA, on n'est plus même sur les cellules du début des années 2000, on est plutôt sur des individus qui sont isolés et qui passent à l'acte relativement seuls, parfois au sein d'une fratrie ou d'un groupe très très restreint d'individus. Et ça, des groupes isolés, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, mais ce que vous expliquez, M. Falorni, c'est, j'imagine, pour les enquêteurs, beaucoup plus dur. Je ne dis pas que c'est facile d'aller anticiper un attentat planifié par une grosse cellule djihadiste de Daesh ou d'autres. C'est déjà très difficile, mais il y a peut-être plus de signaux avant-coureurs, des possibles d'enquête. Là, un gars qui, tout seul, se radicalise sur les réseaux sociaux en quelques semaines ou en quelques jours, c'est extrêmement difficile, encore plus dur. Et d'où l'idée de cette stratégie, peut-être d'ailleurs initiée par des groupes terroristes à l'étranger, mais qui savent qu'aujourd'hui, c'est encore plus en dessous des radars. Alors, si vous voulez, il y a d'abord eu depuis très longtemps le djihadisme qui s'est installé en France, 30 ans. Et donc, quand j'ai quitté mes fonctions de procureur antiterroriste, je me suis replongé sur ces 30 années, qui sont assez éclairantes quand même. Les actions projetées, comme celle du 13 novembre, il y en a eu très peu. Il y a celle du 13 novembre, il y en a quelques-unes autour de cette époque. Et puis sinon, il faut revenir au GIA des années 95, l'attentat de Saint-Michel et ses autres actions, ou au début des années 2000. Ça s'arrête là. Toutes les autres actions ont été réalisées par des groupes qui étaient basés sur le territoire français, qui se formaient ici ou qui avaient été formés à l'étranger, mais qui agissaient depuis le territoire français. La menace terroriste endogène est de très loin la plus importante. On va le voir dans quelques secondes. Deuxième observation, c'est que cette menace change d'intensité en fonction de l'importance de ce qu'on pourrait appeler des guerres djihadistes qu'il peut y avoir de par le monde. Au moment des attentats de 95, la guerre civile en Algérie avec le GIA. Quelques années plus tard, tout ce qui se passe dans la zone pakistano-afghane, avec toute une série de projets d'attentats qui visent notre territoire. En 2003, la guerre en Irak. Et à nouveau, on a des groupes comme le groupe dit les buts de Chaumont qui va essayer d'agir à ce moment-là. Et puis, quelques années plus tard, la Syrie, avec toutes ces actions qu'on a connues au cours du milieu des années 2010. À chaque fois, il y a un parallèle entre l'intensité
des actions sur notre territoire et ce qui se passe beaucoup plus loin et qui va entraîner une flambée en quelque sorte de l'activité. Aujourd'hui, il y a effectivement un facteur de mobilisation important, c'est Gaza. Et justement, Éric, vous qui travaillez quasiment tous les jours dessus, on en parlait là, les réseaux sociaux, vous avez beaucoup couvert justement les attentats du 13 novembre, enfin le Bataclan, Charlie, etc. C'était il y a 10 ans. Est-ce que vous avez senti dans votre travail la montée justement de ces réseaux sociaux? Je ne dis pas qu'ils n'existaient pas il y a 10 ans, mais enfin, ils n'étaient pas aussi puissants. La caisse de résonance n'était pas la même qu'aujourd'hui? Non, mais clairement. Et d'ailleurs, ça induit sociologiquement un changement chez les djihadistes dont nous parlons. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous en parliez, le sanctuaire de Daesh, l'idée de l'État, d'un État islamique qui allait projeter une capacité militaire sur ses ennemis, a fait long feu. Il faut quand même tempérer un tout petit peu. Il reste des cellules et il reste des djihadistes français actifs sur place, dans le nord-ouest syrien, à peu près 150 personnes, et des détenus qui demain peuvent être libérés par une action de force. Mais ce sanctuaire, il est en train de se réduire. Il est militairement anéanti. En revanche, ce qui monte beaucoup, c'est cette résurgence justement des vidéos de cette époque-là, des vidéos de Daesh de plus en plus cruelles, et qui touchent un public nouveau. On en vient à la question des réseaux sociaux, c'est-à-dire un public beaucoup plus jeune. Il y a un rajeunissement aujourd'hui, les services antiterroristes, le parquet national antiterroriste l'observent. Aujourd'hui, dans le profil des suspects des dossiers qu'ils ont à traiter, les mineurs représentent environ un peu moins de la moitié. Mais c'est beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Enfin, c'est quand même énorme. C'est énorme, c'est absolument énorme. Et ça s'appuie sur quoi? En tout cas, je parle de la manière dont sont véhiculées ces idées. Ce sont des réseaux sociaux. Donc, sans grande surprise, ce sont 2 jeunes gens, souvent totalement isolés, dans leur chambre, d'adolescents, souvent des gens quand même qui sont en rupture scolaire et qui se nourrissent de cette fascination qu'ils ont pour le Daesh d'hier et peut-être pour l'État islamique en Afghanistan, Khorasan, aujourd'hui. Alors, pour poursuivre le débat, je vais retrouver justement Camille Plaisant, je vous le disais, au Hub. On va juste faire un petit état sur la menace terroriste en France, justement. Dites-nous, justement, Camille, quel est le nombre d'attentats déjoués, notamment en France? On sait qu'on en déjoue. Eh bien Loïc, tout à l'heure, pour préparer cette émission, nous avons contacté le parquet national antiterroriste et on va vous parler d'abord du nombre d'attentats qui ont été perpétrés en France en 2024. 2 attentats, dont notamment celui-ci de la Grande Motte dans l'Hérault, où un homme avait incendié 2 véhicules devant la synagogue donc de la Grande Motte. Cette année, eh bien, ce sont 4 attentats qui ont été perpétrés sur le territoire national, avec celui en date, le dernier en date, celui du 31 mai 2025, où Hichem, âgé de 35 ans, de nationalité tunisienne, a été tué par un homme âgé de 54 ans, motivation raciste et xénophobe. Fort heureusement, on l'a vu, vous en parliez tout à l'heure avec vos invités, des attentats qui ont été déjoués par les renseignements français. 15 projets d'attentats déjoués au total, Loïc, en 2024. 6 projets d'attentats déjoués depuis le début de l'année. Et vous en parliez également depuis tout à l'heure de ces menaces qui inquiètent, de ces profils qui inquiètent la Direction générale de la sécurité intérieure, qui émanent du djihadisme. Éric Pelletier en parlait à l'instant. Une menace qui est jugée prioritaire par la DGSI, avec des personnes radicalisées essentiellement sur Internet et qui agissent seuls. Avec ce chiffre, Loïc, impressionnant, 70% d'entre eux ont moins de 21 ans. Enfin, dernière menace qui inquiète la DGSI, elle émane de l'extrême droite. C'est un phénomène nouveau que les fonctionnaires observent, avec 10 actions terroristes déjouées depuis 2017, d'inspiration néo-nazie, complotiste et racisme. Et pour terminer, Loïc, ce chiffre, depuis le début de l'année 2025, eh bien, le parquet national antiterroriste a ouvert 5 procédures donc, sur des projets d'attentats émanant donc de l'extrême droite. Merci Camille, je retourne voir mes invités en plateau. On va justement en profiter pour parler quand même notamment des différents types de menaces terroristes. Alors
évidemment, c'est pas vous qui allez me démentir, la plus grande menace en nombre, en préoccupation, c'est celle de l'islamisme. On prend un exemple notamment en images, on va revoir des extraits de ce reportage et de cet attentat. C'était en février 2025 à Mulhouse. On regarde et on en parle juste après. Jusqu'au dernier moment, l'homme a cherché à résister aux policiers municipaux. Après quelques instants de lutte, ils parviennent à le mettre à terre et à le maîtriser. Puis ils l'embarquent. L'homme s'appelle Brahim A, un Algérien de 37 ans. Condamné pour apologie du terrorisme après les massacres du 7 octobre, il a été incarcéré puis placé sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Selon le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place, les autorités françaises tentaient depuis plusieurs mois de renvoyer en Algérie cet homme dont les expertises avaient souligné la fragilité psychiatrique. Notre administration, à 10 reprises, va relancer les autorités algériennes, notamment le consulat, pour obtenir un laissez-passer consulaire que nous n'obtiendrons jamais. Il avait fait l'objet, dans le cadre de son arrestation, d'une expertise, avec donc un expert judiciaire, qui avait détecté un profil schizophrène. L'attaque a duré une dizaine de minutes. Vers 15h40, armé d'un couteau et d'un tournevis, Brahim A blesse grièvement 2 agents municipaux chargés de la verbalisation. Puis il tue un passant, un Portugais âgé de 69 ans, sans que l'on sache si ce dernier a été visé par hasard ou s'il a tenté de s'interposer. À plusieurs reprises, Brahim A crie « Allah Akbar ». Alors, les 2 agents municipaux s'en sont sortis, hein, mais donc, vous l'avez entendu, il y a eu un mort. On a pris ce cas-là parce que c'est l'un des tout derniers en date et parce que, alors même si là, c'est pas de l'attentat endogène, c'est-à-dire c'est pas un ressortissant français, mais il y a un petit peu quand même tout ce dont on parle depuis le début de l'émission. Il y a Internet. Il y a effectivement le problème de la lutte de l'État français sur les OQTF. On n'est pas là pour être dans le débat politique, mais en tout cas, clairement, c'est une préoccupation du débat politique et des Français. On est dans tout ce qu'on aborde. Là encore, mais là, par contre, à nouveau, c'est qu'une seule personne, un peu un loup solitaire. Donc, à nouveau, ce type d'attentat très difficile à déjouer, Éric. Oui, très, très difficile. Alors, vous avez employé le terme de loup solitaire. Il est très débattu, hein, ce terme-là. On a là un assaillant qui agit seul, comme d'ailleurs Mohamed Merah, en 2012, agissait seul. C'est un assassin solitaire, mais adossé... On rappelle, Mohamed Merah, pour nos téléspectateurs, voilà, Toulouse, les tueries de l'école, aux Aratora... Tout à fait. Qui a un petit peu d'ailleurs ouvert, si j'ose dire, cette décennie terrible qu'a connue la France. Absolument. Et à l'époque, ce terme de loup solitaire avait été employé pour le désigner ou pour désigner son mode d'action. Alors, c'est vrai qu'il est ambigu ce terme parce que rarement un assassin agit seul. Il y a derrière souvent une idéologie, une structure, mais pas forcément un groupe. C'est ça la difficulté. On en vient aux réseaux sociaux et aujourd'hui, il y a beaucoup de profils que découvrent les services de renseignement au moment du passage à l'acte. Autrement dit, tous ne sont pas connus préalablement. Des gens qui sont, on l'a dit, beaucoup plus jeunes, d'où cette traque, cette intensification des recherches sur Internet, les réseaux sociaux où les services aujourd'hui sont très présents. Mais évidemment, c'est beaucoup plus diffus que d'infiltrer un groupe, que de l'observer, que de l'écouter. Un individu solitaire est plus compliqué à arrêter dans son action qu'un groupe qui va pendant des semaines travailler et préparer son action en achetant des armes, en faisant venir des comparses, etc. Olivier Falorni, la semaine prochaine, on va donc commémorer, je ne sais pas si le mot est juste, les attentats du 13 novembre. Gisèle, allez, je ne parle pas à l'homme politique que vous êtes, mais quand même, les OQTF, ça fait partie du débat politique. Ça va être une semaine de grande douleur la semaine prochaine. Mais ça reste une vraie préoccupation des Français. Est-ce que j'allais dire, il faut... acter que cette question-là, la peur du terrorisme, l'insécurité au sens large, mais la peur du terrorisme est une préoccupation essentielle des Français. Il faut y répondre. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Le monsieur, l'individu, le criminel qui a sévi ce matin, il n'avait pas d'OQTF. Hein. Ce monsieur, il était issu d'une famille
oléronaise depuis très longtemps. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Et que par ailleurs, vous indiquiez qu'aujourd'hui, il y a deux principales menaces terroristes, la menace terroriste islamiste et la menace terroriste d'extrême droite. On va y venir dans quelques minutes avec un extrait de reportage. Elles s'alimentent l'une l'autre. Parce que quel est l'objectif? D'ailleurs, du terrorisme islamiste comme de celui d'extrême droite, c'est de déstabiliser les régimes démocratiques comme le nôtre et, a fortiori, un régime laïque comme la France. L'objectif, et notamment c'était l'objectif de Daesh, c'était de susciter, de créer ce qu'ils espéraient devenir demain une guerre civile. Créer de la guerre civile, c'est-à-dire l'affrontement des uns contre les autres. Donc, le terrorisme d'extrême droite se nourrit évidemment par des amalgames, par aussi des réalités, pour pouvoir agir et pour pouvoir frapper aussi avec une idéologie anti-islam, anti-maghrébin, anti-immigration. Et donc, on a ces deux phénomènes qui se complètent et sciemment, parce que l'un se nourrit de l'autre avec le même objectif, déstabiliser nos démocraties. Alexandre, j'en profite, c'est une question, je ne sais pas si c'est dans votre champ de compétences, on est vraiment en débat ouvert. Il y a quelques jours, on avait sur ce plateau, on parlait justement des commémorations parallèles autour de Samuel Paty et Dominique Bernard. On se posait la question, est-ce que l'islam en France, on ne parle pas du tout d'extrémisme ou d'islamisme, est-ce que l'islam en France, l'islam régulier, les mosquées, qui sont les imams qui exercent leur travail et leur mission de culte de manière tout à fait respectable en France, est-ce qu'il y a suffisamment un travail que eux font auprès peut-être j'allais dire de leurs fidèles, ou pas de leurs fidèles, parce que visiblement ce matin, ce n'est pas du tout un fidèle. Je pense que ça dépasse mon cadre d'expertise. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste du fait religieux en quoi que ce soit. Moi, je travaille uniquement sur la partie violente, justement, et c'est ça que j'ai pu étudier. J'aurais du mal à répondre à cette question-là. Est-ce que c'est, en tout cas, Jean-François Ricard, est-ce que on le redit, est-ce que voilà, l'islamisme, et on va parler de l'extrême droite, ça reste de toute façon la première des menaces, ou est-ce qu'il y a finalement beaucoup de types de menaces terroristes différentes? Non, ça reste de très très loin la première menace. Je voudrais simplement donner quelques chiffres, très rapidement. Dans les années 90, moi j'ai connu cette période du GIA notamment. Il s'agissait de quelques centaines de personnes. C'est l'Algérie, le GIA, le groupe islamique. Et ce sont les attentats que nous avons connus à cette époque. Quelques centaines de groupe islamique armé. À la fin des années 90, c'était déjà une quantité d'individus impliqués beaucoup plus importante. Lorsqu'on est arrivé à compter de 2012, c'est 1500 personnes qui ont rejoint la Syrie, sans parler de tous ceux qui étaient des velléitaires, de ceux qui ont financé ces opérations, de ceux qui les ont aidés, etc. On est actuellement, comme ça a été dit tout à l'heure, en présence d'une population très impliquée de 5 à 7 000 personnes qui partagent cette idéologie djihadiste. C'est considérable. Donc, elle est là, la première menace. La menace d'extrême droite, elle existe également, et un certain nombre de dossiers sont régulièrement ouverts. Lorsque j'étais chef du parquet antiterroriste, plusieurs dossiers ont été suivis, des condamnations très lourdes à des peines criminelles ont été prononcées. Donc il s'agit d'une menace qui est sérieuse, mais qui est très inférieure à la menace djihadiste. Alors justement, on va aller sur ce terrain-là, Éric, vous nous donnerez votre expertise là-dessus. On va juste voir un extrait d'un reportage. Alors ça date de 2023, c'est sur le procès en appel des Barjols, qui était justement ce groupe revendiqué, est-ce que la justice est encore en train d'en débattre, mais groupe d'extrême droite qui projetait peut-être des attentats en France. Je dis que c'est encore flou parce qu'il y avait un procès en appel qui a été stoppé, il y a tout un micmac judiciaire, mais on regarde et on en parle juste après. Autour de cet homme Jean-Pierre Bouillet, la structure des Barjols se dessine. En tout, 13 personnes poursuivies aujourd'hui. Chez eux, la police retrouve des traces d'entraînement paramilitaire, des dizaines d'armes, des munitions et même de vieux obus. Ils découvrent aussi des plans détaillés pour préparer des explosifs. Le groupe, qui encourt 10 ans de prison, aurait aussi imaginé d'autres assassinats ou enlèvements. Mais ces projets étaient-ils concrets, matérialisés? L'avocate de l'un d'eux assure que non.
Ce sont des personnes qui avaient un peu un ras-le-bol généralisé, voilà, qui ont eu une espèce de colère qui a augmenté, mais une colère qui n'était pas associée à des envies terroristes, de troubles terribles à l'ordre public, envie de terroriser les gens, etc. L'affaire des Barjols n'est pas la seule. En 6 ans, 13 enquêtes ont été ouvertes contre des groupuscules d'ultra-droite. Leur nom, Action des forces opérationnelles, Honneur et Nation, toutes les deux mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes, ou Vengeance patriote, soupçonnée d'apologie du terrorisme. Dans leur propagande raciste, ils voient la France menacée par l'immigration et se préparent à la guerre civile. Alors encore une fois, on en parle sans tabou mais sans caricature. On ne met pas sur le même plan, je parle en termes quantitatifs, la menace terroriste d'extrême droite avec la menace islamiste, vous l'avez bien dit, Monsieur Ricard, qui est voilà, bien plus importante. Mais justement, Olivier Falorni le disait, ces deux menaces s'auto-alimentent, presque s'auto-justifient, j'allais dire. C'est un point intéressant, effectivement. On l'a dit encore une fois, et on le voyait avec le reportage, comment dire, le groupe comme les Barjols, c'est un groupe qui est beaucoup moins sophistiqué, beaucoup moins compétent opérationnellement, et moins un risque que ce qu'on a pu voir malheureusement sur le passé avec les groupes djihadistes. Mais c'est une menace qui existe et qui croît. Là, effectivement, on voit que sur la menace d'ultra-droite en France, la cible a changé. La cible, c'est principalement la population musulmane et assimilée. Ce n'est pas les cibles qui est plus diverses qu'on avait pu voir dans les années passées, voire au XXe siècle, où on visait la franc-maçonnerie, la communauté juive ou ce genre de choses. On voit qu'il y a vraiment une certaine obsession de l'ultra-droite avec la question de la population musulmane qu'ils assimilent à la population djihadiste. Est-ce qu'il y a toujours cette logique d'aboutir à des guerres civiles, c'est peut-être le plus extrême, mais enfin à des tensions civiles pour briser notre nation? Ah, mais c'est l'objectif. L'objectif est clairement affiché de créer la guerre civile. Daesh ne s'en cachait pas dans les régimes occidentaux. Donc très clairement, c'est un objectif affiché. Et vous savez, c'est une vraie menace parce que nos régimes démocratiques aujourd'hui sont fragiles. Ils sont fragiles. Et justement, on en débat beaucoup sur ce plateau, bien sûr. Très fragiles. Et donc, des menaces comme celle-ci sont particulièrement préoccupantes. Et c'est pour cela que le travail de renseignement... Il y a un point qu'on n'a pas abordé. Vous faisiez référence aux attentats du 13 novembre et des phénomènes de radicalisation. On disait que souvent, effectivement, les djihadistes ne fréquentaient pas les mosquées. J'ai rencontré pas mal d'aumôniers musulmans de prison qui disaient qu'ils étaient considérés comme des collabos de l'État français. Et donc, de la même façon, les détenus islamistes ou en voie de radicalisation ne fréquentaient pas l'aumônier musulman des prisons. Et donc, on avait là aussi une forme d'incubateur au sein d'établissements pénitentiaires avec, à l'époque, avant le 13 novembre, et là, ça a quand même beaucoup progressé, un renseignement pénitentiaire qui était quand même plus qu'embryonnaire, voire presque inexistant. Donc il y a eu de gros progrès qui ont été faits, il faut aussi le dire quand même. Depuis 10 ans, des moyens ont été mis en place, des moyens humains, des moyens technologiques. Ça a eu aussi ses effets, parce que par définition, on parle des attentats qui ont lieu, on parle beaucoup moins des attentats qui sont déjoués. Et il y en a beaucoup. Ça allait être justement ma dernière question, mais juste Éric, sur ce qui vient d'être dit, est-ce que ça veut dire aussi que tout le monde s'adapte, voilà, évidemment, la lutte antiterroriste s'adapte, et puis aussi les terroristes en puissance s'adaptent, et donc ils savent que voilà, forcément les mosquées vont être plus surveillées. Il y a peut-être justement un islam de France qui fait son travail et qui essaye aussi avec les aumôniers en prison dont vous parliez, qui fait son travail de vigilance. Et donc, forcément, la réaction en face, c'est qu'on se fait plus discret, on prend d'autres voies. Oui, donc c'est plus compliqué effectivement de remonter des filières, parce que les filières, elles n'existent pas en réalité. On a une adhésion à une idéologie, et puis j'ajouterais aussi que le mode opératoire rend les choses très compliquées. Vous allez acheter un couteau à côté de la préfecture de police de Paris, vous rentrez dans la préfecture de police de Paris, c'est un cas concret, 2019, et vous tuez des collègues. Personne ne peut contrer ce genre d'opération si vous n'avez pas détecté auparavant la fragilité psychologique. Comme toujours, le renseignement, c'est la clé. L'attentat de Nice, l'un des plus meurtriers en 2016 en France, c'est une personne qui prend un camion
jette contre la foule. Sur cette menace d'ultra-droite, il faut peut-être aussi quantifier les choses. Elle est bien moindre que le risque djihadiste, c'est certain, mais elle n'est pas négligeable, cette menace. Elle n'est pas négligeable. Et Jean-François Ricard, vous disiez que les Barjols dont on a vu l'exemple, c'est pas les pires, entre guillemets. Il y a eu des affaires extrêmement graves qui sont allées devant la cour d'assises avec des peines de près de 18 ans, parce qu'on avait des individus qui étaient prêts à passer à l'action alors qu'ils étaient déjà armés. Et avec des ressorts qui sont très liés à l'actualité. Là aussi, on se mobilise autour d'un fait divers qui va fédérer, qui va renforcer la conviction qu'on a que nous sommes dans un pays dans lequel l'État ne nous protège pas suffisamment des dérives islamistes, notamment dans la confrontation en grande partie mythifiée des deux côtés. Et ça représente environ, pour les services de renseignement, 3000 militants actifs. Ça ne veut pas dire 3000 terroristes d'ultra-droite, mais 3000 personnes qu'on surveille aujourd'hui pour les raisons qu'on vient d'évoquer, avec un risque qu'il faut souligner ici et dont sont conscientes les autorités, c'est le risque d'infiltration au sein même des services de sécurité. Il y a un certain nombre de gens, dans les 3000 dont je parle, qui sont en réalité des policiers, des gendarmes ou des militaires en fonction. Dans les dernières minutes qui nous restent, pour revenir sur ce dont on a parlé, le nombre d'attentats déjoués, c'est aussi quelque part une note d'optimisme et de fierté pour nos services de lutte antiterroriste. Je vous pose la question à tous, mais évidemment à vous aussi, Jean-François Ricard. Est-ce que, alors, les services de l'État donnent l'année d'après le nombre d'attentats qui ont été déjoués l'année d'avant, mais évidemment sans détail, on le comprend aisément. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu comme dans les services secrets, je sais pas, une forme voilà, c'est pas, on regrette pas un peu de se dire voilà, nos gars ont bossé, ont déjoué un truc monstrueux pendant une enquête qui a pris des années, des mois ou des années, mais on pourra jamais en parler. Vous avez raison. Une affaire réussie pour nous, pour les services de renseignement, pour les services d'enquête, c'est une affaire dont on ne parlera jamais. Parce que justement, on aura évité que le groupe commence à monter en puissance et prépare des opérations. Il n'est pas pensable d'attendre que ces individus passent à l'action ou s'apprêtent à passer à l'action. Et en même temps, il faut évidemment scrupuleusement respecter le droit, c'est-à-dire l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, qui est très exigeante, très rigoureuse, et par conséquent, on est toujours sur le fil du rasoir. Mais le principe, c'est de tout faire pour que l'action n'ait pas lieu. Je pose la question à tous les trois ou tous les quatre, mais est-ce que, on en parlait au début, alors que les pires années dont on parlait sont un peu derrière, est-ce qu'on a baissé notre garde? Je parle aussi bien aux politiques qu'aux analystes. Est-ce qu'on a baissé notre garde sur les effectifs, sur les moyens, le renseignement humain? Ou est-ce que, quand même, l'ère de la naïveté est révolue et on fait le job, qui est dur? Je pense sincèrement que oui. J'espère ne pas être démenti et que nous n'ayons pas demain, dans les semaines qui viennent, des attentats qui démontreraient l'inverse. D'ailleurs, on le sait bien, il n'y a pas 100% d'attentats qui peuvent être déjoués et le risque zéro n'existe pas. Donc, mais je pense vraiment que la République française a pris ses responsabilités après les attentats du 13 novembre, a mis des moyens conséquents, et je n'ai pas le sentiment, et je peux même dire que j'ai la certitude, que nous ne baisserons pas la garde face à la menace, et qu'aujourd'hui, c'est une vigilance extrême, ce qui n'empêchera pas des formes, comme on a pu les vivre ce matin, d'individus qui décident de commettre des meurtres, des attentats, on choisira le terme qui convient. Mais franchement, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire que la France a baissé la garde, bien au contraire. Alexandre, le mot de la fin. Un élément que vous parlez qui est important également. Moi, j'ai la chance de rencontrer des analystes qui travaillent pour nos alliés britanniques, nos alliés américains assez régulièrement. Ils le disent. On est sur une période où les moyens de l'antiterrorisme sont limités. On en a de moins en moins, ce qui n'est pas le cas en France, encore une fois, où le budget est encore là, l'intérêt est encore là des autorités. Et c'est quand même une capacité de monter en compétences et de continuer cette lutte terroriste en France, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger. Éric?
Oui, non, je ne crois pas qu'on soit naïf du tout. Peut-être le point de préoccupation, rapidement, on n'en a pas parlé, c'est peut-être le fait d'avoir forcément un nombre limité d'agents, mais qui doit travailler sur une pluralité de menaces. Et aujourd'hui, il y a une menace qui monte très fortement, on n'en a pas parlé, c'est celle du risque de terrorisme étatique, avec un arrière-plan international qui est préoccupant, avec des pays qui ne veulent pas que du bien et qui peuvent agir... La Russie, on peut le dire, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, donc voilà, notamment toutes les formes effectivement hybrides, d'ingérence, de déstabilisation. C'est effectivement un autre gros risque et on en parle régulièrement sur ce plateau. Vous reviendrez peut-être en parler. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce décryptage qui était à la fois potentiellement inquiétant mais passionnant. Tout de suite, 22h, si vous nous rejoignez sur France Info. On vient de parler de ce qui s'est passé sur l'île d'Oléron aujourd'hui et on vous retrouve Yann Effelé pour le journal. Et c'est également